Alors, c'est encore moi. Je voulais finir de vous lire le chapitre parce que ce matin, j'ai dû quitter pour les livraisons de vélo et le 15 minutes était écoulé, mais je me suis dit cet après-midi en revenant que je vous raconterai la suite du chapitre du roman Guillaume parce que je voulais vraiment finir le chapitre 2 pour que la prochaine fois, la semaine prochaine, on soit rendu au chapitre 3. Donc, je continue avec Guillaume. Il ne faudrait pas croire cependant que la vie de Guillaume n'était qu'un long cauchemar. Quand les professeurs ne lui posaient pas de questions, tout allait bien. Il avait aussi beaucoup de plaisir à jouer au ballon chasseur pendant les récréations et même à parler avec ses amis. Pour une raison qu'il n'avait jamais très bien comprise, il bégayait en effet beaucoup moins quand il jouait avec les amis de sa rue qu'il connaissait depuis longtemps. Comme il y avait beaucoup de jeunes garçons de son âge dans sa rue, il n'avait pas besoin de se faire d'autres amis et c'était très bien ainsi. Quand ses camarades se moquaient de lui en l'appelant Guillaume, il ne se fâchait pas. Guillaume pouvait se moquer d'eux, lui aussi. Tout le monde a son point faible, quand on y pense. Celui de Guillaume était un peu plus évident, voilà tout. Guillaume ne bégayait pas toujours de la même façon. Quand il était dans un de ses bons jours, il pouvait parler très clairement. Il lui était même arrivé, en deuxième année, de répondre à une question de sa maîtresse sans la moindre difficulté. Il avait fait une longue phrase qui avait coulé comme de l'eau, et la maîtresse en avait été très impressionnée. En avait été si impressionnée qu'elle l'avait chaleureusement félicité. Toute la classe l'avait applaudi. Le lendemain, la maîtresse avait encore posé une question à Guillaume. Elle voulait sans doute l'encourager, ce qui était une bonne idée, mais elle ne pouvait pas savoir que Guillaume était alors dans un de ses mauvais jours. Il n'avait pas réussi. Les mots s'étaient transformés en blocs de béton, et il y en avait tellement dans sa gorge qu'il aurait pu se construire un édifice. Guillaume avait donc ses bons jours et ses mauvais jours, à l'école comme à la maison. Ses parents, à l'heure des repas, se comportaient parfois de façon bizarre. Sa mère, qui avait pourtant l'habitude de parler à toute vitesse, particulièrement quand elle téléphonait à ses amis, racontait sa journée très lentement, en détachant chaque syllabe, comme si elle s'adressait à un bébé. Son père, quand il l'entendait parler ainsi, l'imitait en racontant à son tour sa journée le plus lentement possible. Ils croyaient bien faire en agissant ainsi. Ils imaginaient que Guillaume chercherait à les imiter en parlant très lentement et qu'il finirait peut-être par guérir. Mais qu'il parlât vite ou lentement ne changeait rien à son problème. Quand il voyait les yeux de ses parents rivés sur lui, il devenait encore plus nerveux. Il aurait voulu faire des phrases parfaites pour leur plaire, mais plus il pensait à son problème, plus il avait du mal à parler. Lorsqu'il avait des bons jours à la maison, c'était toujours parce que ses parents parlaient normalement et qu'ils écoutaient vraiment ce qu'il avait à dire, sans se soucier de la façon dont il le disait. Mais pour dire la vérité, les bons jours étaient rares, si rares que Guillaume en était venu à penser qu'il ne guérirait jamais. Il avait maintenant 12 ans, il avait toujours eu des problèmes à parler et il en aurait sans doute toujours. Le soir, dans son lit, il réfléchissait souvent à ce qu'il pouvait faire comme métier. Il ne pourrait jamais devenir professeur, avocat ou prêtre, mais ce n'était pas bien grave. Ces métiers-là ne l'attiraient pas. Il ne pourrait jamais non plus devenir un commentateur sportif, ce qui était beaucoup plus ennuyeux. Il ne pourrait jamais enfin travailler dans un magasin où il lui faudrait répondre aux clients, et encore moins dans un bureau où les gens doivent souvent parler au téléphone. Pour Guillaume, les téléphones étaient de véritables instruments de torture. Il laissait toujours ses parents y répondre. Mais il restait tout de même plusieurs métiers intéressants. Il pourrait devenir chanteur, par exemple. Guillaume, s'il avait beaucoup de mal à parler, ne bégayait jamais quand il chantait. Quand il avait quelque chose d'important à dire à ses parents et que les mots étaient bloqués, il essayait parfois de les chanter. Il pourrait devenir chanteur, oui. Le seul ennui, c'était qu'il chantait faux. Cela ne l'avançait pas beaucoup.
Rien ne l'empêchait par contre de conduire un camion ou un autobus, ou encore d'être facteur, comme son père. Ou alors vétérinaire. Vétérinaire, oui, voilà ce à quoi il rêvait le plus souvent. Il aurait une belle maison à la campagne près d'un lac où il pourrait se baigner et sa maison serait en même temps sa clinique vétérinaire. Il aurait un assistant qui parlerait aux clients et qui répondrait au téléphone, tandis que lui s'occuperait des chats, des chiens, des chevaux, des oiseaux et des tortues. Il soignerait les animaux l'aimeraient et tout irait bien. Pour que son rêve soit encore plus beau, il pensait qu'il pourrait se marier et avoir des enfants, de beaux enfants qui parleraient facilement. C'est à ce moment-là qu'il arrêtait de rêver. Pour se marier, il faut d'abord en parler à une fille. Son problème le préoccupait tellement qu'il réussissait même à lui gâcher ses rêves. Prochain chapitre, chapitre 3. Et je voulais aussi te montrer à quel point le haricot qu'on avait fait germer ensemble, tu te souviens, il y a quelques semaines, j'avais mis quelques graines d'haricots, quelques autres sortes de graines aussi dans un papier essuie-tout pour voir si elles étaient encore bonnes, parce que parfois les graines, après qu'on les ait entreposées, des fois, elles ne veulent plus pousser, mais celle-là avait fonctionné. Et vois-tu comme elle a grandi? Donc ici, ce que tu vois, là, c'est une autre graine que j'ai échappée. Je ne me souviens pas c'est quelle sorte de graine, mais je l'ai échappée dans la terre quand j'ai remis ce haricot dans un pot. Et ici, c'est un autre haricot que j'ai planté en même temps que j'ai transplanté celui-là. Si tu remarques ici, c'est les cotylédons, c'est-à-dire c'est comme la graine qui s'est séparée en deux pour faire les deux premières feuilles sur la tige. Et là, on a deux autres tiges. Et bientôt, ben, j'espère pouvoir te montrer d'autres feuilles. Tu vois ici, il y a un bourgeon avec d'autres feuilles qui s'en viennent et peut-être même bientôt des fleurs. Mais pour l'instant, il fait beaucoup trop froid pour les planter dehors. Tu sais pourquoi? Parce que parfois la nuit, la température passe sous zéro. Parfois, il fait -1, -2. Et j'ai entendu dire que dans les prochaines nuits, il fera même encore plus froid que ça. Donc, les plants, surtout les jeunes plants, n'aiment pas le gel, hein, ça peut les tuer. Donc, on doit continuer de les regarder pousser à l'intérieur. La semaine prochaine, je te montrerai, j'ai planté aussi du basilic, de la coriandre, des fines herbes et j'ai des radis, de la laitue. On commence à voir une petite pointe verte qui sort de terre. Donc ça, c'était pour te montrer à quel point ça va vite. Et je voulais revenir parce que ça fait 2 fois que j'essaie de t'expliquer l'activité d'écriture Cuisine bizarre et à chaque fois, je manque de temps. Et pendant que j'y pense aussi, je voulais te montrer la carte postale que j'ai reçue de mon ami. Mais je pense que je vous l'ai montré. En fait, j'ai pris une photo avec, puis je l'ai mise sur Dojo. Mais je voulais vous la lire. Bonjour, Madame Camille. J'ai très hâte de te revoir et de revoir mes amis, mais aussi de retourner en classe. L'autre jour, j'ai envoyé une lettre à ma marraine et mon parrain qui sont en Australie. Moi, j'ai super hâte à demain car je vais recevoir mon nouveau vélo Trek. Et moi, je m'occupe, alors je fais l'école ouverte du vélo et je joue dans le module. Je dessine aussi. Et non, j'ai oublié aussi que je fais de la trottinette. Au revoir, Madame Camille. J'espère que le virus va nous lâcher. Bye. Et c'est signé. Ça commence par E accent aigu. Et ici, elle me dit, je m'ennuie de tout. Je m'ennuie chez moi, mais je garde toujours le bon côté. Et elle a dessiné un cactus avec son étui à crayon et ses crayons. Alors, continue comme ça, de voir le bon côté des choses. Puis, ben, on va bientôt se revoir, c'est certain. D'ici là,
encore un petit jeu d'écriture que j'ai bien aimé. Là, je viens de perdre ma page en enlevant la carte postale. Cuisine bizarre, comme je t'expliquais, c'est de faire un petit texte à la manière d'une recette, mais pas quelque chose qui se mange. Donc, la préparation d'un bon petit plat se fait toujours dans la pensée affectueuse de quelqu'un et avec un maximum de gourmandise. Pour qui allons-nous cuisiner aujourd'hui? En puisant dans nos vieux grimoires des recettes totalement inconnues de qui que ce soit, sauf de nous. Les livres de recettes sont d'excellents stimulants pour l'imagination. Ils sont tous rédigés suivant la même structure. Nous allons la suivre, nous aussi, et jouer avec chacun de ces éléments. Par exemple, on va donner un titre à notre recette, on va faire un texte qui explique comment faire la préparation, le temps que ça prend, la cuisson, les ingrédients. Alors le titre, pour qui cuisinons-nous? Personne réelle ou imaginaire? Individu ou groupe? Allez-y à cœur joie. Exemple, gâteau pour les elfes de l'étang. Le temps. Il y a des recettes qui se réalisent en un clin d'œil, d'autres en quelques siècles. À vous de jouer avec les 1001 expressions du temps. Le temps d'un baiser, un quart de siècle, partant d'orage, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le temps d'une pleine lune à l'autre, jusqu'au solstice d'été, à l'aube d'une journée pluvieuse, entre deux coups de téléphone, durant 12 années-lumière, etc. On peut s'amuser comme ça à exagérer le temps. Les ingrédients maintenant. Tout peut servir, tout et n'importe quoi, mais choisissez votre magasin d'alimentation, la nature végétale, animale, minérale, les parties du corps, les couleurs, les sons, les matières, les mots ou les livres, les déchets, mais aussi ceux de notre réalité alimentaire, bien sûr. Il est chaudement recommandé de vous fournir dans plusieurs magasins différents. Exemple, une pincée d'herbes sèches, 3 beaux cailloux bleutés, 1 décilitre d'eau de pluie, une botte de marguerite, quelques coassements de corbeaux, un peu de miel de tulipe du jardin de grand-père, etc. La recette, à vous de jouer. Pensez aux ustensiles dont vous avez besoin. Vous pouvez inventer d'autres objets que les casseroles et fours de nos cuisines quotidiennes. Contrairement à la réalité, il est sans doute plus facile de commencer par écrire la recette. Vous en déduirez les ingrédients nécessaires et le temps de préparation et de cuisson, puis vous remettrez tout en ordre comme dans un vrai livre de recettes. Alors, il y en a un exemple ici. Dans un trou creusé sur la face nord d'un talus exposé au vent, déposez soigneusement sur un lit d'herbes sèches 3 beaux cailloux bleutés. Badigeonnez-les de miel de tulipe avant de les couvrir des marguerites effeuillées selon le rite, ils elles-mêmes un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Laissez exposer au vent quelques semaines, le temps que le trou se comble un peu de brindilles, poussière et tous les parfums qui courent dans la campagne au ras du sol, et que les marguerites, en se fanant, s'y mêlent et forment un coulis qui se glisse dans tous les interstices. Ensuite, seulement, recouvrez d'eau de pluie avec un arrosoir à la pomme finement trouée. Jetez à la volée les coassements de crapauds que vous aurez pu capter, qui rebondiront sur les cailloux et provoqueront l'ébullition de l'eau. Et ça continue comme ça, etc. On peut pousser le plaisir jusqu'à imaginer comment nous aimerions déguster notre petit copain préféré qui a oublié la date de notre anniversaire, le prof qui nous donne toujours de si mauvaises notes. Oh ben non, ça non, hein. Et la voisine qui refuse de nous renvoyer pour la 10e fois le ballon que nous avons envoyé dans son jardin, le chat qui nous a mordu. Seule consigne, faites appel à vos talents de cuisinier et non de bourreau. Le plat doit être succulent. N'oubliez pas de soigner la décoration. On mange avec les yeux d'abord. Bon appétit! Alors, vous pourrez aller lire sur Dojo, sur Histoire de classe, j'en ai fait un exemple pour vous inspirer, mais votre imaginaire est sans limite, je le sais.
Passez une belle fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine. Tourlou!